Bonjour. Comme le dit un proverbe très juste, la prédiction est un art difficile, surtout quand elle s'applique à l'avenir. Et c'est parfaitement vrai. C'est très difficile de prédire ce que sera la science en 2030, l'un des thèmes qu'on pourrait se poser, bien sûr, dans ce TED. Interrogé à ce sujet en 1900, Henri Poincaré, plus grand mathématicien de son époque, s'en tira par une pirouette. Si en 1800, on avait demandé à un savant quelconque ce que serait la science au XIXe siècle, que de bêtises il aurait dit, grand Dieu. Cette pensée m'empêche de vous répondre. Je crois qu'on obtiendra des résultats étonnants. C'est justement pour cela que je ne puis rien vous en dire, car si je les prévoyais, que leur resterait-il d'étonnant ? Aujourd'hui, je pourrais très bien reprendre à mon compte cette citation du grand homme, m'arrêter là et laisser la parole au conférencier suivant avec un gain de temps appréciable. Vous êtes d'accord ? Vous n'avez pas l'air d'accord. Alors on va continuer. Poincaré, il nous fait une prédiction, en fait, sans en avoir l'air. Il nous fait une prédiction qu'il va se passer des choses étonnantes et que demain, comme aujourd'hui, comme hier, les idées innovantes joueront un rôle capital. Des découvertes qu'on ne peut prévoir, mais qu'on peut préparer. Les idées, c'est extrêmement puissant, on le sait bien à TED. Les idées, ça peut vous faire changer la vie, gagner une guerre, changer le sort de l'humanité. Parmi quelques exemples très représentatifs au XXe siècle, nous avons ici à droite le mathématicien anglais Alan Turing, né il y a 100 ans, dont les idées mathématiques permirent aux Alliés, durant la Seconde Guerre mondiale, de casser le code secret des Allemands, le code secret de la marine allemande, et dont les recherches menèrent au développement des ordinateurs. À sa gauche, Paul Erdős, le mathématicien errant, juif hongrois déraciné par la guerre, errant, sans bagages, sans argent, sans emploi, sans voiture, sans rien d'autre que la richesse de ses idées et la solidarité de ses amis qui en firent le mathématicien le plus prolifique du XXe siècle. Au centre, vous avez Léo Szilard, son compatriote, qui le premier eut l'idée de la réaction en chaîne, qui devait mener, pour le bien ou pour le mal, à la bombe atomique. On le voit sur ces exemples. Une idée, ça peut changer le monde entier. Et toutes les institutions d'enseignement supérieur dans le monde, aux États-Unis, en Europe, partout ailleurs, tirent leur fierté non seulement des connaissances qu'elles transmettent, mais de la capacité qu'elles enseignent à avoir des idées innovantes. Ça, c'est la vraie richesse. Mais les idées, comment ça fonctionne ? Comment ça se passe quand on a une idée ? Redonnons la parole à Poincaré. Poincaré est l'un des rares scientifiques à avoir écrit à la première personne sur le processus de découverte de grandes idées. Un texte très célèbre qui est un peu aux sciences qu'est la Madeleine de Proust à la littérature. Dans un texte très célèbre, il parle d'une inspiration qui lui vient subitement quand il pose le pied sur un marchepied dans une balade en autobus, apportant la solution qu'il cherchait. Regardons un autre exemple où il nous parle de la façon dont il a résolu un problème qui lui tenait à cœur et contre lequel il bataillait en vain. Dégoûté de mon insuccès, j'allais passer quelques jours au bord de la mer et je pensais à toute autre chose. Un jour, en me promenant sur une falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de certitude, de brièveté, de soudaineté, de certitude immédiate, que, excusez pour les gros mots, que les transformations arithmétiques des formes quadratiques, ternaires, indéfinies sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Même si vous n'avez pas saisi toute la subtilité et la poésie des dernières lignes, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec les falaises ou avec les promenades. Ce qui est important, c'est précisément ça. Ce que nous décrit Poincaré, c'est un processus complexe dans lequel les périodes de travail acharné et conscient alternent avec les inspirations subites, qui viennent sans crier gare, sans aucun rapport avec ce que vous êtes en train de faire, par exemple en train de vous promener sur une falaise. Parce qu'il y a eu un travail inconscient et très mal compris du cerveau. Retenez ça, les plus jeunes d'entre vous, si un soir vous avez un devoir de mathématiques rebelle et puis vous avez envie de sortir rejoindre vos copains dans une boîte de nuit, essayez auprès de vos parents d'utiliser la méthode Poincaré. Vous leur expliquez qu'un mathématicien leur a expliqué dans une grande conférence que pour résoudre les problèmes, il fallait aller se promener dehors, attendre que l'inspiration vienne. Vous me direz si ça marche. Alors, des témoignages comme celui de Poincaré, on n'en a pas tant que ça,
j'ai essayé de faire le mien. Il s'appelle Théorème vivant et c'est l'histoire d'une idée vécue de la part d'un de ceux qui l'ont fait naître. L'histoire d'une idée entre l'histoire d'un théorème, un assemblement innovant de concepts mathématiques pour résoudre un problème issu de la physique des plasmas, je ne vous dirai pas lequel. Ce que le livre vous raconte, ce n'est pas ce problème, ce que ce livre vous raconte, c'est la résolution. Depuis le premier instant où une conversation féconde entre deux mathématiciens sonne le début du projet, jusqu'à l'instant où la découverte consolidée est prête à naître, c'est-à-dire à être publiée sous forme d'un article de recherche. Entre ces deux instants, c'est une longue quête qui dure 2 ans et demi, qui n'est pas linéaire et qui compte des joies et des peines, des moments d'exaltation et de dépression, des rebonds inattendus, des phénomènes d'illumination, un peu comme celui qui décrit Poincaré, des petits, des grands, et des phases de travail extrêmement dures. Un processus complexe, un peu chaotique, qui représente ce que peut être la naissance d'une idée. Dans ce livre, le héros est une idée, mais aussi on voit bien que les idées mathématiques, elles ne naissent pas de manière mathématique. Le cerveau des mathématiciens, comme le cerveau de tout le monde, il est bâti sur des émotions, sur des analogies, sur des sentiments, et il faut se débrouiller pour faire entrer l'idée logique dans cette matrice biologique et émotive. L'idée s'inscrit dans un cerveau biologique. Parfois, ce sont les êtres humains qui s'inscrivent dans une idée quand elle est forte. C'est ce que raconte, dans un roman historique passionnant, l'auteur Francis Spufford, Red Plenty, l'histoire d'une idée dont on pensait qu'elle pouvait révolutionner la Russie soviétique dans les années 50. La programmation linéaire avec des mathématiciens de génie aux commandes et tous les impacts sociologiques, politiques que pouvait avoir cette idée. Comme le dit Spufford dans l'introduction de son livre, le héros de ce livre est une idée. Et on pourrait passer des heures à parler des idées et de leurs aventures, leur histoire, leur géographie, leurs échanges, toutes sortes de choses liées aux idées. Je vais me contenter, dans les quelques minutes qui restent, de recenser quelques ingrédients qui sont nécessaires à l'éclosion des idées. Pour avoir de bonnes idées, il vous faut d'abord peut-être un cerveau bien formé, mais plus ou moins bien formé. Même ça, ce n'est pas suffisant pour avoir de bonnes idées. Et pour avoir les idées et les théorèmes qui m'ont valu la médaille Fields en 2010, il n'y a pas que le cerveau, pas du tout que le cerveau qui a joué, il y a beaucoup d'autres ingrédients qu'on retrouve dans toutes les idées. On retrouve ces ingrédients à travers les siècles, toujours les mêmes, je pense, mais ils évoluent en fonction de la culture et en fonction de la technologie. Et chacun de ces ingrédients constitue un sujet de recherche en soi, mêlant sciences dures et sciences humaines. Premier ingrédient, la documentation. Les encyclopédies, les résultats d'expérience, les informations, les représentations de résultats, tout ce qui va nourrir votre cerveau. Ceci a été révolutionné par l'informatique. De nos jours, avec une encyclopédie électronique, vous pouvez retrouver une formule que vous avez oubliée, dont vous avez oublié même le nom, pour peu que vous sachiez vaguement de quoi elle parle. C'est une révolution. Deuxième ingrédient fondamental sans lequel vous ne faites rien, la motivation. Motivation, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est probablement la menace la plus grave qui pèse sur la science des pays industrialisés de nos jours, le manque de motivation des jeunes générations pour les métiers de la science, pour des métiers qui sont pourtant passionnants. Un problème qui touche tous les pays industrialisés. D'où vient la motivation ? On serait bien content si on le savait. Ça se transmet parfois de maître à élève, ça se transmet de parents à enfants, ça peut se découvrir dans un livre illustré, au détour d'un dessin animé, comme certains que je regardais quand j'étais enfant. Ça peut se trouver dans des expériences, comme celle qui est représentée ici, l'expérience menée par un professeur avec ses élèves d'école primaire en Angleterre, sur le comportement des abeilles. Les abeilles qui vont intégrer la reconnaissance de couleurs et de la reconnaissance de patterns pour choisir où butiner, c'est un sujet sur lequel vous pouvez faire travailler une classe comme thème de recherche, aboutissant à la publication d'un article dans une revue. Tous les auteurs, à une exception près, sont des enfants d'école primaire. Dans les conclusions de l'étude, ils ont découvert des choses sur les abeilles et ils disent « Nous avons aussi découvert que la science est amusante ». Voilà une conclusion dont j'espère qu'elle sera découverte et redécouverte par de nombreux enfants dans les décennies à venir. Notre avenir en dépend. Troisième ingrédient, sans lequel vous ne pouvez rien faire, un environnement propice qui vous permet de développer vos idées. Conditions matérielles et conditions intellectuelles. Des gens avec qui discuter, ce peut être un laboratoire avec vos collègues, ce peut être un institut comme celui que j'ai l'honneur de diriger,
l'Institut Henri Poincaré, accueillant des chercheurs de tous horizons et de tous pays en mathématiques et en physique théorique. Ce peut être aussi l'environnement de la ville, avec les rencontres que cela permet. L'historien des sciences, Marc Gigé, spécialiste de l'innovation, a analysé le rôle de la ville comme unité d'innovation à travers les siècles, remontant jusqu'à des exemples anciens comme la légendaire ville de Persépolis, phénomène d'innovation, et bien d'autres encore. Citons dans les exemples de villes avec un climat extrêmement innovant, la Budapest des années 1920-1930, avec son climat extrêmement tolérant, où régnait une richesse intellectuelle qui a conduit à l'émergence de ces fameux martiens, ces scientifiques parlant une langue incompréhensible, dont nous avons vu 2 exemples déjà, et qui ont révolutionné le monde avec leurs découvertes en mathématiques et en physique théorique. Ce peut être la rencontre au sein d'une ville, ça peut être une rencontre comme cette conférence TED au sein de Paris, ce peut être aussi une rencontre comme celle qui m'a mené à me retrouver à la table d'un éditeur littéraire un soir dans un dîner, qui aboutit à la publication du livre que je vous ai présenté tout à l'heure. Sans cette rencontre dans cette ville, pas de livre. Voyez de quoi dépend une idée, de votre environnement, pas seulement de vous. 4e ingrédient, les échanges. Les échanges en face à face, c'est fondamental pour le début d'un projet, mais pour développer l'idée, pour la faire avancer, vous avez toutes sortes de possibilités d'échanges. De nos jours, ce peut être par courrier électronique, et pendant des mois, avec mon collaborateur principal, nous avons échangé des centaines de mails formant comme une sorte de cerveau délocalisé de part et d'autre de l'Atlantique. Le mathématicien Tim Gowers a mené des expériences bien plus impressionnantes où des centaines de mathématiciens collaborent ensemble à résoudre un théorème à partir de son blog. 5e ingrédient, les contraintes. On les attend surtout au niveau scientifique, mais elles sont aussi au niveau de la créativité. Leur rôle dans la création artistique a été souvent souligné. 2 exemples que je vous présente ici, qui sont remarquables. La pièce de musique écrite par Georgi Ligeti, une étude faite entièrement en La, avec une exception près. Et à droite, un extrait de ce fameux roman de Georges Perec, où la contrainte était de ne jamais utiliser la lettre E. La contrainte comme élément de création. 6e ingrédient, comme on l'a vu avec Poincaré, ce mélange, ce dosage savant de travail et d'intuition, où alterne le travail dur et l'illumination inexpliquée. Et puis 7e ingrédient, la persévérance et la chance. La nourrice travaillant pour un célèbre mathématicien décrivait un jour à ses amis le travail de son employeur. « Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il passe sa journée à griffonner sur des feuilles de papier. Le soir venu, il froisse tout et le jette à la poubelle. » Et tout est dit. De la même façon que 99% des brevets n'aboutiront à aucune invention qui vous rapporte, la plupart des idées ne marchent pas, c'est normal et c'est comme ça. Et le chercheur passe son temps à envoyer ses brillantes idées au panier, parce qu'elles ne marchent pas. De temps en temps, la chance permet d'en sauver une, et c'est le début d'une grande aventure. Vous voyez, tout ce qu'il faut à une idée pour qu'elle émerge, on comprend que ce soit précieux. On comprend que ce soit précieux, mais l'aventure ne s'arrête pas là une fois que vous avez réalisé votre idée. Et aujourd'hui, comme demain, ce sera un enjeu majeur, la dissémination des idées. Les idées sont faites normalement pour être échangées librement. Citons Thomas Jefferson, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Si la nature a rendu une chose moins propre que toutes les autres à être propriété exclusive, c'est l'action de la puissance pensante appelée une idée, qu'un individu possède seulement tant qu'il la garde pour soi. Dès l'instant où elle est divulguée, elle s'impose à la possession de tous, et celui qui la reçoit ne peut s'en défaire. Ce qui en fait aussi sa particularité est que personne ne la possède moins, car chacun la possède en entier. Celui qui reçoit une idée de moi l'ajoute à son savoir sans diminuer le mien, de même que celui qui allume sa torche au feu de la mienne reçoit la lumière sans me plonger dans les ténèbres. Des mots qu'il est bon de rappeler aujourd'hui, qui ne sont pas forcément compris de tous, comme le montre l'anecdote suivante. Comme beaucoup de mes collègues, je publie mes articles sur ma page web, tous, en libre accès pour mes collègues. Et il y a quelques semaines, une plateforme de dissémination d'idées me contacte pour récupérer certains de ces articles et les poster sur sa plateforme. Et la responsable reçoit quelques semaines après une lettre comminatoire avec pléthore de noms d'avocats représentant un grand nom de l'édition scientifique, parlant d'atteinte à la propriété intellectuelle et expliquant que les dommages et intérêts sont demandés. Aujourd'hui, en 2012, les mots de Jefferson sont toujours d'actualité et il faut les rappeler. Il faudra les rappeler encore dans 20 ans. Protéger les idées qui sont un bien aussi puissant que précieux et fragile. Je laisserai le mot de la conclusion à Henri Poincaré,
Les idées, c'est la pensée. La pensée est comme un éclair dans une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Je vous remercie.